Usato est un perdant laid et dégoûtant qui était auparavant plus faible que votre jeu de retrait jusqu'au jour. Les seigneurs du paradis d'Iskaï ont eu pitié de lui et l'ont transformé en le roi Riz, le plus puissant d'un royaume fantastique, avec le pouvoir de guérir le monde et de applaudir n'importe quelle fille qu'il veut. Mais avant cela, Usato est un personnage vanille hors de propos, sans qualité rédemptrice, dont l'idée du plaisir consiste à ramasser les oiseaux à leur place et à bavarder avec les murs. Cependant, au fond, il a toujours rêvé de devenir un alpha-bouc avec des poussins rampants à ses pieds. Et pourtant, il n'a aucun espoir pour ce genre d'évolution. L'exact opposé de Yusato est le cliché de Monsieur et Miss Parfaite, la présidente du conseil étudiant, Suzume, sexy et profondément morale, et son acolyte constipé, Kazuki. Alors que ces deux-là se promènent dans les couloirs. Tout le monde à l'école se demande s'ils se sont déjà fait baiser. Un soir, alors qu'il pleut beaucoup, l'idiot de Yusato se rend compte qu'il a oublié qu'il n'est pas imperméable et qu'il n'a pas apporté de parapluie. Comme tout le monde était déjà parti, sa chance de partager une comédie romantique, baptisée Parapluie avec une petite nana sexy, a également échoué. Et il resta assis comme un perdant pendant des heures, attendant que sa fée marraine apparaisse. Il lui vient à l'esprit qu'il devrait voler le seul parapluie qu'il voit. Mais étant un honnête homme, trop bon pour le MC mondial, il sacrifie son temps et son énergie pour le bien commun. Finalement, son sauveur arrive sous la forme de Souziem, dont l'influence lui dit de rentrer chez lui au lieu de résoudre son problème. Cependant, avant de partir, l'autre connard se présente comme un type sympa et lui propose de lui prêter son parapluie de rechange. De plus, il s'avère que ce roi des clichés connaît même le nom inutile et insignifiant d'Usato, et ce perdant ne peut empêcher son cœur de battre la chamade. Heureusement, avant que cette histoire ne suive la route BL, les trois commencent à marcher tout droit vers la gare. Sur leur chemin, Usato ne peut s'empêcher de mentionner à quel point Kazuki a l'air beaucoup plus accessible de près, puisqu'il ne l'a vu parler qu'aux filles de sa classe et jamais aux garçons. Suzune intervient et mentionne qu'il s'intéresse davantage aux garçons, de toute façon. Pourquoi es-tu gay? Ce qui amène Usato à se demander si les rumeurs selon lesquelles il s'applaudirait derrière les portes du bureau du conseil sont vraies. Comme une vraie reine des potins, le nerd ne peut s'empêcher de poser cette question à voix haute, et tous deux le nient instantanément, affirmant que leur travail de merde ne les paie pas assez pour le développement de l'intrigue dans les coulisses. Quand Usato manque de tout le matériel épicé, leur conversation devient si ennuyeuse que Suzyun demande aux garçons s'ils ont décidé ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Comme Usato ne peut pas dire qu'il veut l'applaudir à haute voix, ce minable perdant dit qu'il n'en a aucune idée pour le moment, ce qui est également vrai pour les deux étudiants de haut niveau. Cela surprend notre MC, mais c'est aussi rassurant qu'il puisse s'identifier à des gens aussi formidables en termes d'inutilité, malgré une vie aussi trash en comparaison. Soudain, Kazuki et Suzune commencent à entendre des cloches étranges, et bien que Yusato ne puisse pas les entendre, il est entraîné dans un cercle d'invocation qui apparaît de nulle part sous leurs pieds. L'imbécile de Kazuki croit qu'ils sont sur un plateau de tournage. Mais Usato se demande si c'est l'un de ces itinéraires isekai merdiques qui se produisent sans camion Kanzad. Suzune s'incline également avec lui et se demande si elle peut rencontrer des monstres de l'autre côté, ce qui lui fait se demander si elle a un fétichisme pour ce genre de choses. Quelque temps plus tard, Usato se réveille dans un autre monde et découvre que même si Kazuki a encore un peu de raison, Suzune est étrangement excitée par la situation qui les attend, ce qui s'avère être une confusion totale pour un roi. Désolé, je voulais dire un roi Cendrillon dégoûtant. Le cul de poulet de Kazuki lui demande pourquoi ils sont là. Ainsi, après avoir sauvé sa tête d'une tranche, le vilain roi explique qu'il les a invoqués dans leur monde en tant que héros pour sauver leur royaume.
Alors que Suzune continue de s'émerveiller face à cette situation fantastique et que l'image de bonne fille Kusado a d'elle commence à s'effondrer. Le roi explique qu'ils ont utilisé un sort d'invocation pour apporter leur aide ici afin de combattre l'armée d'un démon en guerre contre leur royaume. Cependant, Kazuki dit qu'il ne se soucie pas de leur histoire sanglante et qu'il préfère de loin rentrer chez lui. Cela menace presque sa vie, mais le roi demande à ses hommes de se retirer et s'incline même devant son cul puant, implorant son aide. Il promet également que même si leur cercle d'invocation est à sens unique, ils finiront par trouver un moyen de les ramener dans leur monde. Lorsque Suzune lui demande comment ils peuvent savoir qu'ils sont les héros choisis, une fille sexy en costume de nonne explique que ceux qui ont été choisis auraient entendu une cloche sonner, quelque chose qu'Usato n'a pas entendu, alors que son rêve de devenir le protagoniste badass d'un monde fantastique avec un harem de filles sexy s'effondre à nouveau, Usato se rend compte qu'il n'est qu'un dommage collatéral. Cependant, ne lui prête attention comme d'habitude et concentre son attention sur la boule magique devant eux, qui est censée indiquer l'affinité magique d'une personne. Alors que Suzune, la crackhead, frotte la balle, celle-ci brille d'un doré brillant, suggérant qu'elle a une affinité magique fulgurante. En entendant cela, cette femme fantasme de devenir le prochain Thor, tandis que Kazuki met du sel dans les blessures d'Usato, lui demandant s'il est vraiment d'accord à l'idée d'être entraîné dans cette situation comme un reste. Usato dit qu'il a toujours été complètement inutile, donc peu importe qu'il reste sur Terre ou dans cet univers alternatif, ce qui fait admirer à Kazuki son honnêteté flagrante. Plus tard, quand c'est à son tour de toucher le ballon, Kazuki découvre qu'il a une affinité magique légère, une affinité plutôt rare et qui fonctionne bien contre les démons. Finalement, quand c'est le tour d'Usato, la balle commence à briller en vert, ce qui fait étrangement pisser la nonne dans son pantalon. Ce poussin entraîne instantanément le petit corps d'Usato dans la chambre du roi et explique qu'il a une capacité extraordinairement rare, quelque chose qu'ils doivent instantanément cacher avant qu'une certaine personne n'apparaisse. Cependant, à ce moment-là, quelqu'un fait irruption dans la pièce, faisant tomber toutes les mâchoires et s'enquiert de l'invocation de la magie. Magie. Alors que le roi bégait devant son ultime rise et son attitude sexuelle, Rose pose des questions sur Yusato, seulement pour apprendre que c'est un gars très très ordinaire. Alors qu'elle commence à partir après avoir perdu tout intérêt, l'idiot interroge le roi sur la lumière verte dans son cristal, ce que Rose surprend. Alors qu'elle retourne à Usato, le roi demande à sa nonne de le tenir loin d'elle, après quoi elle l'enferme dans une boule de liquide collant et l'envoie voler. Cependant, cette superwoman le rattrape rapidement et frappe son vilain visage au sol, brisant le ballon. Alors qu'elle met enfin la main sur lui, il est révélé que le feu vert était destiné à la magie de guérison, une affinité fondamentalement éteinte que Rose elle-même utilise. Sur ce, elle le ramène dans son antre et lui explique comment il va désormais vivre avec elle, avec sa bande de musclés psychotiques qui ont l'air d'avoir été dans une cellule de prison au moins 10 fois. Rose explique que ces idiots ne guérissent pas les utilisateurs de magie et qu'il n'y en a que deux autres à part elle. C'est pourquoi elle va désormais lui percer la tête avec des connaissances et lui faire suivre un entraînement de succion de vie à partir du lendemain. Le lendemain arrive incroyablement vite et l'imbécile d'Usato se rend compte qu'il ne vivait pas un rêve la nuit dernière. À ce moment-là, Kazuki et Suzune se présentent pour le rencontrer dans leur cosplay Walmart de troisième année et son vilain colocataire lui dit d'aller les rencontrer. Comme s'ils étaient meilleurs amis depuis plus de 24 heures, ils échangent tous des dialogues grinçants sur leur bonheur de vivre ensemble, tandis que le reste des détenus d'Usatos harcèlent les gardes du château. Soudain, Suzune se rend compte qu'elle voulait être mannequin dans sa vie antérieure et montre sa nouvelle robe, qui, selon Usato,
est difficile. Cependant, il est plutôt concentré sur la viande moelleuse de ses cuisses. Alors que ses amis partent et qu'Usato les suit, Rose massacre son fantasme à 3 en l'appelant à sa première leçon d'entraînement. Elle lui tend son journal dans lequel il est censé raconter comment elle va et à quel point son entraînement est pénible et l'emmène au terrain d'entraînement. Là, elle lui apprend à ressentir son mana et lui montre une encyclopédie sur Garde de leur monde, des démons et quelques animaux mythiques. Lorsque son cerveau commence à pourrir, elle lui dit de courir tour après tour, après quoi Usato se rend compte que ses jambes sont encore plus faibles que son jeu de retrait. Pourtant, il continue comme un perdant aigre jusqu'à ce qu'il ne puisse pratiquement plus les sentir. Cependant, Rose refuse de le laisser se reposer, ne serait-ce qu'une seconde, et lui donne une fessée pour le remettre en bonne santé grâce à sa magie de guérison. Elle lui rappelle également que des déchets comme lui n'auront pas droit à un dîner s'il ne termine pas ses tours, car Usato sait qu'il ne mangera pas ses pêches pour le dîner de toute façon. Il court aussi vite que possible, juste pour avoir au moins des pêches normales. Pourtant, son petit cul finit par devenir une blague parmi ses colocataires. Finalement, après 6 jours de course, Usato parvient enfin à manifester son mana de guérison. Au cours des jours suivants, Rose continue de lui donner des coups de pied dans les noix de temps en temps, et Usato apprend à manipuler la magie de guérison à volonté, tout en se plaignant à quel point elle est une garce en quête d'attention dans son journal personnel. Une fois que ce perdant apprend à courir, Rose le teste en lui faisant faire 1000 pompes chaque jour. Et bien qu'il ne devienne pas Saetama, ce faible apprend à utiliser la magie de guérison et à porter des poids. Quelques jours plus tard, Suzune, Kazuki et la nouvelle fille de Kazuki viennent rendre visite à Usato pour trouver Rose le chevauchant. Désolé, je voulais dire monter sur lui avec un rocher géant pendant qu'il fait ses 1000 pompes habituelles. Lorsqu'il attaque son ego fragile en claquant sa langue sur ses saloperies, elle ajoute un autre rocher au sommet. Cependant, Usato guérit son corps tout en accomplissant l'acte et parvient à résister jusqu'au bout. Tandis que Rose se sent heureuse de penser qu'il peut enfin la prendre brutalement, Suzyun a soif de ses bras tendus. Cependant, un connard, le chef de l'armée Sigli, n'est pas content de voir le nouveau goutte à goutte de Yusato et explique à Rose comment elle ruine la vie d'un jeune garçon. Rose pense qu'il est seulement jaloux parce qu'Usato peut applaudir plus de salopes que lui maintenant, et révèle qu'avec son Rize, elle fera de lui son bras droit, bien que cela soit également une surprise pour le visage stupide d'Usato. Elle l'envoie déjeuner avec ses amis pendant qu'elle s'occupe de ce connard arrogant. D'un autre côté, la fille de Kazuki se présente comme Celia, la fille cliché du roi, et montre à tout le monde la tarte aux pommes qu'elle a préparée pour eux. Cependant, Suzune n'a pas l'intention de manger quelque chose d'aussi sucré alors qu'elle peut avoir la nouvelle aubergine améliorée d'Usato. Comme une femme très cultivée, elle viole les abdominaux déchirés d'Usato et retient l'envie de le lécher partout, pour s'arrêter dès que Kazuki commence un autre discours sanglotant. Ce perdant demande à Yusato s'il se débrouille vraiment bien avec tout l'entraînement de Rose, surtout depuis qu'il est arrivé en troisième position dans ce monde fantastique, et Yusato répond qu'il a enfin trouvé une place ici, donc il est heureux. Il mentionne également que, puisque lui et Suzune ne sont pas les personnages principaux de toute façon, il doit être au sommet de son art pour sauver leur mise plus tard dans l'histoire, ce qui finit par les convaincre. Soudain, un de ses vilains copains de l'équipe de secours arrive avec son déjeuner, ce qui déclenche Usato, puisque ce type a volé sa boîte à lunch hier soir. Alors que les deux s'engagent dans une bagarre, les deux autres partent pour s'entraîner encore plus durement. Cette nuit-là, Usato tire sa saucisse sur le comportement bizarre de Suzanne du matin et se rend compte que son entraînement fonctionne vraiment, puisqu'il peut frapper ses pêches à tout moment, maintenant. Cependant, Rose lui donne un aperçu de la réalité
le lendemain matin en l'envoyant dans une forêt pleine de monstres avec pour mission de vaincre un grand grizzly, un monstre mythique incroyablement puissant. Ce connard survit à la chute en utilisant sa légendaire magie de guérison pour recouvrir son corps. Et même s'il pisse dans son pantalon, il se dit qu'il criera au grizzly dès qu'il apparaîtra. Cependant, son dalulu se brise lorsque Lady Animal rugit juste derrière lui, et il est obligé de traîner son cul faible puisque courir est la seule chose pour laquelle il est bon. Cela met le grizzly en colère, et tout ce qu'il veut, c'est lui demander pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Cependant, alors qu'il court, Usato se souvient de son aspirant patron gorille et se rend compte que peu importe à quel point cette tête musclée est effrayante, il ne pourra jamais surpasser Rose. Avec cette nouvelle détermination, il tient bon contre l'ours, seulement pour que deux autres ours sautent juste derrière le papa ours, rappelant à la mauviette que s'enfuir est toujours la meilleure solution. Finalement, l'armure de l'intrigue évite à monsieur de pisser dans son pantalon alors qu'il saute dans une cascade jaillissante. Plus tard, il fait confiance à une sieste pour résoudre ses problèmes lorsqu'il est incapable de décider s'il doit rentrer chez lui et se faire baiser par Rose ou rester ici et se faire crier par le grizzly, décidant que ce dernier est beaucoup plus sûr. Il se réveille le lendemain matin pour jouer à James Bond avec le grizzly. Mais un joli lapin se met en travers de son chemin. Étonnamment, ce type comprend le langage d'Usato et lui montre même sa petite patte blessée, que notre mauviette guérit se révélant enfin utile. Plus tard, alors qu'Usato tente de poursuivre ses recherches, le lapin ennuyeux le suit et le conduit finalement à la tanière de l'ours. Cependant, dès qu'il remarque que même l'ours a quelqu'un à applaudir, il traîne son cul vierge pour apaiser sa soif. Après avoir bu de l'eau dans un ruisseau ombragé, Usato recommence à traquer l'ours et à réfléchir à son manque de vie amoureuse. Cependant, quelques heures plus tard seulement, tous ses plans sont anéantis par une grave crise de diarrhée que sa magie inutile ne parvient pas à résoudre. Cependant, alors que son ami lapin lui tient compagnie pendant qu'il souffre, Usato finit par trouver un moyen de contrer le poison dans son estomac. Le lendemain, le lapin prend des mesures pour ne plus jamais sentir la merde d'Usato et le conduit vers un étang d'eau claire, avec de l'eau salubre. Soudain, cependant, le lapin devient agité et saute au sommet d'un arbre, avertissant Usato de l'arrivée d'un monstre. Lorsque le perdant arrive également au sommet, il trouve un serpent géant rampant à travers la forêt et se demande si Orochimaru est proche, sachant qu'il ne vivra jamais assez longtemps pour revoir le visage laid de Rose s'il affronte ce monstre. Usato se retire et se contente de surveiller le grizzly. Cependant, ce n'est qu'au bout d'un jour que le faible a le mal du pays et décide d'y parvenir. Avec son poignard aiguisé et aucun plan en vue, il se dirige vers la tanière de l'ours malgré les avertissements du lapin, pour découvrir que le serpent s'en est déjà régalé. Bien qu'il sente son sang bouillir à cause du vol de sa proie, ce qui l'exaspère encore plus est la vue du petit gémissant de l'ours juste à côté de sa carcasse. Avec cela, Usato jure de venger les larmes du petit et assume le rôle du propre Batman de la forêt, prêt à chasser le serpent dès qu'il le voit. Pendant ce temps, Kazuki et Suzune visitent son auberge et apprennent qu'il est dans la forêt depuis 5 jours pour une raison que personne d'autre que le chef des gorilles ne connaît. Kazuki s'énerve particulièrement à l'idée de s'inquiéter pour son bien-être, ce qui amène Suzune à se demander s'il est vraiment si désespéré de coucher avec lui. Il le nie, bien sûr, et met le pauvre type dans une zone d'amis. Pendant ce temps, Usato prépare sa longue et dure tige en bois et demande au lapin de le guider jusqu'au serpent. Après avoir joué quelques instants à Dora l'exploratrice, il se retrouve finalement nez à nez avec le monstre dégoûtant pour trouver l'ourson déjà là, blessé et sur le point d'être attaqué. Voir le monstre fait bouger ses jambes comme du gel-eau, mais il charge toujours la bête, essayant de sauver le petit et parvient à lui percer l'œil. Le serpent riposte en le fouettant dans les noix,
mais il se soigne tout seul en encaissant le coup. De nouveau sur pied, Usato utilise sa dernière cellule cérébrale pour attaquer l'animal depuis son angle mort, pour ensuite devenir son repas de midi. Alors que ses crocs empalent son bras, Usto se rend compte que même un reptile a un QI plus élevé que son idiot. Mais il parvient quand même à se libérer. Il essaie de se guérir, mais a du mal après avoir réalisé que le venin du monstre le paralyse lentement. Malgré tout, puisqu'il est le protagoniste, il raconte des conneries sur un pouvoir de vengeance et charge à nouveau le monstre, le terminant avec un seul coup de poing et l'aide de l'ourson. Alors que les deux sont encore en train de célébrer leur victoire, le serpent se réveille comme votre clone typique d'Orochimaru, sans plus de force. Il reste là comme un perdant, maudissant Rose de l'avoir mis dans cette situation alors que sa mort le regarde en face. Soudain, le même chef gorille arrive et brise la tête du serpent, sauvant ainsi sa triste existence. Elle lui révèle que le lapin, dont le nom est Kukuru, a été un agent double pendant tout ce temps et qu'il a été envoyé par elle pour l'aider. Il faut un certain temps à Usato pour se remettre de cette trahison de classe. Rose le bombarde en outre du fait que ce monstre a été créé par l'armée du roi démon, quelque chose que même un grand grizzly ne peut pas conjurer par lui-même. Cela le fait fulminer, se demandant pourquoi elle a envoyé un perdant comme lui combattre quelque chose d'aussi gros et dangereux, ce à quoi elle dit qu'elle voulait seulement qu'il acquiert une certaine expérience. Ces conneries d'entreprise ne le convainquent pas. Mais quand elle le laisse la reconduire chez elle, Yusato lui pardonne. Il adopte également le petit ourson qui a pris goût à Usato et le nomme Blurin. D'un autre côté, le roi démon convoque Amila, son subordonné excité, désolé. Je voulais dire une fille démoniaque à cornes avec d'énormes canons et lui demande s'ils ont terminé leurs préparatifs, guerre. Elle dit que c'est le cas et qu'ils lanceront bientôt leur première attaque. Pendant ce temps, Rose informe Usato que la guerre est juste au-dessus de leur tête et quand elle éclatera, il la rejoindra à l'avant-garde, où ils soigneront tous les soldats blessés. En entendant cela, Usato ne peut s'empêcher de réfléchir à ses insécurités comme un perdant typique, mais elle dit qu'il ira bien. De retour au château du seigneur démon, le médecin militaire Ireluc reproche à Amila d'être une poule mouillée et se vante d'avoir créé un nouveau prototype amélioré du monstre serpent. Amila, cependant, lui dit de se méfier des ravisseurs sur le champ de bataille qui transportent les gens et les guérissent, en particulier leur chef qui l'a fait encore mouiller son si la nuit. Irelax dit qu'elle ne peut pas se battre elle-même puisqu'elle est le commandant en chef cette fois-ci, et elle explique comment elle envisage d'envoyer le Chevalier Noir, qui est essentiellement une arnaque de tueurs de gobelins énervés, à sa place. Le lendemain, alors que Usato a tendance à se brouiller et à le remplir de son fruit préféré, Kukuru apparaît et utilise sa gentillesse pour manipuler le cœur faible d'Usato, alors qu'il lui pardonne la trahison et caresse l'ours. Son patron machiste débarque et lui fait faire ses tours avec Blurin sur le dos. Elle explique que cela fait partie de sa formation de simulation dans laquelle il peut imaginer Blurin comme un soldat blessé, ce qui, heureusement, a du sens pour son cerveau de la taille d'un poids. Cependant, alors qu'il se concentre sur ses genoux, ses xolocataires à l'air stupide tentent de se mettre en travers de son chemin. Essayant de jouer l'armée des démons lors de leur début digne d'un Oscar. Ils essaient de bloquer avec des balles puantes et gluantes et des bûches épaisses et longues. Mais Usato échappe d'une manière ou d'une autre à toutes ces attaques faibles et se retrouve au sommet d'une colline. Là, il se rend compte qu'il est complètement épuisé après seulement quelques heures de course. Et comme si sa haine de soi ne suffisait pas, Rose apparaît comme son pire cauchemar et lui dit d'arrêter d'être une chatte et d'être un homme. Elle le guérit et lui dit de faire un tour de la ville une fois qu'il aura fini avec le terrain d'entraînement. Et Yusato se demande quand elle sera à court de tout ce qui la harcèle.
Alors qu'il court en ville avec ses chaussures à la main avec Blurin sur le dos, tout le monde en ville le regarde comme s'il était un extraterrestre de la planète Terre, ce qu'il est techniquement, mais cela l'étrange toujours. Soudain, Blurin sent son fruit préféré sur un stand et y entraîne Usato pour découvrir que son cul fauché n'a pas les moyens de lui acheter quoi que ce soit. Le vieux commerçant a pitié de cette entreprise victime et lui offre un fruit gratuit avant qu'il ne s'enfuit pour accomplir sa mission. Cependant, un humble l'observe de loin. Elle n'est cependant pas la seule idiote d'Usado dans cette ville, car un homme blond qui ressemble à un mannequin de Victoria's Secret lui demande bientôt de s'arrêter une seconde. Quand Usato ne l'entend pas même après avoir crié, le gars s'effondre par manque d'attention. Alors que Usato le guérit plus tard, il révèle que malgré son apparence trompeuse, il est médecin dans l'équipe de secours nommée Orga, qui était trop perdant pour terminer la formation de Rose et a fui vers la ville pour profiter de son existence autrement inutile. Il en va de même pour sa sœur, qui est l'autre mage guérisseur. En entendant l'histoire tragique d'Orga, Usato décide également de partager son histoire sanglante et de l'informer de la façon dont Rose lui a dit de l'accompagner à l'avant-garde pendant la guerre, ce qu'il n'est pas sûr que ses compétences de merde puissent gérer. Orga dit à ce perdant de se calmer et d'être reconnaissant, car si son moi chétif n'est pas là, beaucoup de blessés pourraient mourir. Ses propos trash transperçants, étonnamment son crâne épais, et Usato décide de rentrer chez lui et d'entraîner encore plus ses muscles. Cependant, juste avant qu'il ne le fasse, Orga lui demande de ne pas détester Rose, même si elle le travaille jusqu'aux os, puisqu'elle n'est pas une mauvaise personne, juste complètement folle. Il visite plus tard le château avec Blurin, où l'ours mord Suzune lorsqu'elle essaie de le caresser, mais seulement pour qu'Usato la guérisse. Son rise la prend au dépourvu et elle se demande s'il a visité le château pour enfin l'applaudir, seulement pour qu'Usato la refuse alors qu'il rentre chez lui plus tard. Il dit à Rose qu'il est trop faible pour blesser qui que ce soit ou utiliser sa lame. Mais lorsque la guerre éclatera, elle promet d'être à ses côtés à l'avant-garde et de secourir autant de blessés que possible. Rose sourit devant sa détermination et dit que c'est exactement ce qu'elle cherchait. Le lendemain, Usato rejoint Suzune dans son expédition dans la forêt des monstres et, après l'avoir interrogé, il apprend de Rose qu'il sera là pour protéger ses chevaliers bons à rien et soigner ça, fangirl en herbe, si elle est blessée. Comme prévu, dès que Suzanne aperçoit son visage laid, elle passe en mode simple et demande à Usato s'il a amené Blurin avec lui pour la convaincre. Usato lui dit qu'elle ne vaut rien, et sur ce, les héros et leur compagnie se lancent dans leur aventure. Pendant ce temps, Kazuki montre son épée longue et dure alors qu'il s'entraîne avec Cilia. Voyant que Kazuki ne se repose pas après avoir terminé son excursion, ce saint certifié le réprimande pour être trop dur avec lui-même et lui rappelle qu'il peut choisir de s'exercer sur quelque chose de beaucoup plus doux à la place. Cependant, cette idiote ne comprend toujours pas qu'elle veut être applaudie par lui, et continue de s'entraîner. D'un autre côté, Suzune mange le cerveau d'Usato en racontant à quel point il est mignon et comment elle mourrait pour devenir l'humain préféré de Bliren. Usato pense qu'une vilaine garce comme elle n'a aucune chance et lui gifle la main lorsqu'elle essaie de toucher son animal préféré. Pourtant, le dit loulou de Suzanne à l'arrière lui fait croire qu'Usato a un pli pour ses mains, c'est pourquoi il les gifle, et lui demande si elle peut porter l'ours à la place. Cependant, lorsque cette faible tente sa chance, elle se retrouve avec une grave scoliose. Avance rapide, ils poursuivent leur voyage pour être à nouveau interrompus par une bande de vilains sportifs qui terrorisent les tout petits pour gagner leur vie. Yusato, qui est complètement foutu maintenant, ne se sent pas du tout menacé par Seutersenar et essaie même de rassurer Suzune qu'elle ira bien pour découvrir qu'elle est beaucoup plus excitée par leur esthétique de mauvais garçon que lui. Cependant, lorsque ces aspirants bandits ciblent Bliren au lieu de ses joues brûlantes,
Suzune est tellement offensée qu'elle les transforme en poulets frits grâce à sa magie. Réalisant qu'il a trouvé son propre Pikachu, Usato l'encourage à baiser autant de ses hommes qu'elle veut, puisqu'il pourra toujours la guérir plus tard. Mais dès qu'elle se débarrasse de ces méchants, une horde de monstres se déchaîne sur eux. Et à cause de cela, Usato et Suzyun sont séparés des autres. Alors que ces deux perdants sont dans les airs, Usato la protège de son corps et la protège lorsqu'ils atterrissent, presque comme s'il était le protagoniste masculin d'une comédie romantique tragique. Ils atterrissent dans une cascade, et comme Usato en a assez de tous ces arcs de développement, il décide de faire une sieste. Il se réveille avec le visage lésé de Suzune alors qu'elle essaie de jouer le héros qui a sauvé son cul de mauviette. En colère contre ce voleur de crédit, Usato lui répond en mentionnant à quel point elle est trempée après la plongée dans l'eau, la faisant rougir d'un rouge vif. Finalement, il s'installe et Usato guérit ses blessures pendant qu'elle rougit, pensant qu'elle est une reine de beauté. Fantasme de cette fille pour la romance parfaite commence finalement à se réaliser quand Usato suggère qu'il reste dans une grotte jusqu'à ce que les autres les trouvent. Et elle se dirige vers une rivière pour enfiler des vêtements secs, rougissant à l'idée qu'elle pourrait réellement se faire baiser par lui. Cependant, cette vierge idiote ne la voit que comme une machine moderne et l'utilise pour faire frire du poisson et allumer un feu. Plus tard, alors qu'Usado prépare sa viande digne du service des fans, Suzyun commence à ressentir des choses et dit qu'il est devenu encore plus épais que ce dont elle se souvient. Attends une minute. Cette connarde ne comprend toujours pas qu'elle veut qu'il la frappe et la conduit à la place à un raton laveur lait qui la mord et l'empoisonne à la place. Pendant ce temps, Kazuki pique une crise de colère en apprenant que ses copains ont disparu et menace de se traîner inutilement dans la forêt pour les sauver. Rose intervient et lui rappelle qu'il est un véritable échec qui ne pourrait pas sauver la merde s'il le voulait. En fait, elle prétend que Suzune restera en sécurité aussi longtemps qu'Usato sera avec elle. De retour dans la grotte, Usato décide de dormir d'abord comme une poule mouillée, tandis que Suzune prend la première garde. Cependant, sa bouche bavarde prend le dessus sur elle. Et dans le feu de l'action, elle demande à Usato ce qu'il ressent à l'idée d'être convoqué ici. Usato dit qu'il ne veut pas y retourner parce qu'il a enfin une chance de laisser derrière lui son horrible passé de numéro 1 des perdants du monde. Et Suzune est d'accord avec lui, disant qu'elle se sent enfin libérée des chaînes des attentes et peut ouvertement agir comme une fangirl assoiffée et de l'herbe fantastique. La vulnérabilité de Suzune rappelle à Usato comment il l'a considérée comme une fleur intouchable. Cependant, maintenant qu'il a découvert qu'elle n'était qu'une mauvaise herbe sauvage comme lui, ils se sont rapprochés. Le cul assoiffé de Suzune dit qu'elle aime beaucoup plus qu'ils soient aussi proches, ce qui fait qu'Usato devient rouge comme une tomate. Le lendemain matin, ils sortent de la grotte à la recherche d'aide, seulement pour que Blairin se présente comme leur chevalier en armure étincelante. Après avoir embrassé Usato et ignoré Suzune une fois de plus, il erre dans son ancien repère et pleure ses parents. Même si Usato sent son cœur se briser en y réfléchissant, il pourrait décider de rester ici maintenant à la place. Blurin guérit son cœur avec sa gentillesse et déclare que sa place est avec lui. Alors que le duo retourne au château et que Yusato finit par être à nouveau traité comme un ajout, le Geezer King s'excuse de l'avoir à nouveau entraîné dans sa merde. Seulement pour lui de mentionner que sa vie était bien plus merdique ces derniers temps, surtout avec Rose dans les parages, pour y ajouter encore plus de merde. Cependant, il renverse immédiatement cette déclaration lorsque son patron gorille lui lance son regard mortel caractéristique, lui rappelant qu'il rentrera chez lui dans son enfer après cela. Le roi sournois, de son côté, le sonde plus profondément et lui demande s'il aime Rose et Usato. Sachant qu'il mourra s'il dit autre chose, lui dit qu'il est son simple numéro 1, la femme arrogante
sourit comme si elle disait à Usato qu'une récompense l'attendait à la maison. Après cette éprouvante bataille d'esprit, Usato pousse enfin un soupir de soulagement en quittant le château puant du roi, pour ensuite faire des grimaces avec Kazuki. Cette mauviette est comme toujours accompagnée de la sangsue Celia qui ne cessera de le sucer pour sa vie. Après avoir réfléchi à quel point il était triste qu'il soit parti et à quel point il voulait les sauver pour la série, Kazuki dit à Yusato à quel point son maître arnaqueur de She-Hulk lui fait confiance pour le bien-être de tous. Puisque la seule chose qu'elle lui confie vraiment est de plus en plus de souffrance. Yusato admire son idiot parce qu'il est trop innocent pour la croire et souhaite qu'il ne soit jamais contaminé comme la dégoûtante Suzune. Bien que cette insulte de niveau maternel mette un peu Suzune en colère, la tante sadique de Célia réfléchit avec jalousie en réalisant à quel point son futur mari autoproclamé est proche de ce couple de perdants. Plus tard, elle supplie Kazuki d'arrêter de l'appeler avec tant de raideur et de choisir des mots plus chers pour s'adresser à elle, ce qu'il obéit immédiatement car il ne veut pas perdre son emploi bien rémunéré à cause du népotisme. D'un autre côté, le faible qui se fait appeler roi informe les siglés toujours constipés que les monstres disparaissent des forêts pour une raison quelconque, ce qui signifie que l'armée des démons se rapproche de leur royaume et qu'ils sont foutus. Il lui ordonne de préparer mentalement tous les bataillons pour la guerre imminente, puis se tourne vers son armée individuelle, Rose. Cette histoire d'affaires devient soudainement personnelle pour elle et lui demande si elle aimerait retrouver son ancien poste de chef de bataillon. Une proposition qui touche une corde sensible, alors qu'elle se souvient de tout ce qu'elle a perdu et du nombre de victimes qu'elle a causées à cause de sa fragile audace. Rose refuse sèchement, le faisant s'en prendre à la raison pour laquelle elle ne s'est pas encore pardonnée. Elle dit que si elle le faisait, il n'y aurait aucune intrigue dans cette histoire. En plus du fait qu'elle ne veut tout simplement plus prendre de vie, elle préfère les sauver. Elle explique pourquoi elle a créé son club de merde en herbe et sculpté des médecins, pour que l'un d'eux puisse un jour se tenir à ses côtés sans mourir, ce qui est son rêve ultime. Pendant ce temps, alors Usato retourne dans son trou à merde, il trouve une lettre de Rose et une carte très laide qu'elle a dessinée pour lui, avant de partir pour contrer l'avancée de l'ennemi vers eux. Sur le site de la bataille, le démon aux énormes bazungas ordonne à son armée de construire un pont pour traverser la forêt. Cela ne convient pas à l'aspirante tueuse de gobelins qui pense qu'elle est trop excitée par la lance du seigneur démon. Cependant, Hamlet lui rappelle qu'elle n'est pas comparée à elle en termes de melon, ce qui offense le chevalier noir et la force à partir. Juste au moment où elle part, le docteur Salo apparaît pour ruiner sa paix et déclenche son cul énervé avec ses remarques sarcastiques. Cependant, leurs plaisanteries sont brutalement interrompues par les attaques de She-Hulk pour intercepter leur progression, qui leur montre qui est le patron en jetant un putain de tronc d'arbre sur le pont, le brisant. Amy la panique, mais dès qu'elle aperçoit Rose, son sang bout et il se lance dans un concours de regards avant que Rose ne s'enfuit, laissant la déesse du service des fans frustrés. Le lendemain, Usato se rend à nouveau en ville avec la carte que Rose a dessinée pour lui et arrive dans un petit endroit avec une jolie fille à l'intérieur. Cependant, alors qu'il pense qu'elle pourrait être la nouvelle recrue de son club de saints, elle se présente comme Yuru, la sœur d'Orga, qui est également l'une des guérisseuses de l'armée. Usato, qui n'est plus intéressé à applaudir la sœur de son ami, lui pose des questions sur Orga et le trouve plus tard en train de traiter un patient avec le plus grand soin. Cela l'inspire profondément, mais il se fait surprendre en train de les traquer lorsque le patient se demande qui est ce cinglé furtif. Plus tard, Usato lui remet la lettre de Rose après avoir lu le visage de Borga qui pâlit. Pendant ce temps, Yoruru révèle à sa nouvelle amie que la raison pour laquelle elle n'est plus dans l'armée de Rose
est qu'elle est une véritable broken, qui ne veut pas arrêter de se débarrasser de son faible frère. Alors qu'Usato se demande de quoi il s'agit dans la douce maison de l'Alabama, un homme se précipite dans la clinique et informe Orga qu'il y a eu un accident à proximité et qu'ils ont immédiatement besoin de lui. Usato rejoint la première mission de sauvetage de sa vie et parvient à sauver un patient critique grâce à sa magie, gagnant ainsi le respect d'Orga. Après son départ, cependant, Orga dit à Yuru qu'ils ont été convoqués à la guerre par Rose et qu'ils doivent compenser le manque d'expérience d'Usato sur le champ de bataille avec le leur. D'un autre côté, après avoir acheté les pommes préférées de Blairin, Usato est sur le chemin du retour lorsque son aimant à poussin commence à fonctionner et attire un mignon petit humble vers lui. Cependant, cette nana lui fait des cauchemars sur la mort de Kazuki et Suzune aux mains de l'aspirant Dark Vador et le laisse pratiquement paralysé. Cependant, quand il reprend enfin ses esprits, il découvre que le côté sournois a disparu depuis longtemps. Il court après elle et demande frénétiquement à un garde à proximité s'il a vu une fille renard, ce qui amène le pauvre gars à se demander quel genre de problème ce cinglé a. Cependant, ce qui est pire, c'est que Rose l'entend et le tire par le crâne, fâché qu'il panique à propos de toute autre chose que de She-Hulk et des gorilles pendant qu'elle y est. Elle lui explique également que l'armée des démons approche de leur royaume et que la guerre est sur eux, c'est pourquoi il doit se concentrer davantage sur la plaisanterie que sur la soif de filles sexy. Plus tard, une fois calmée, Rose lui révèle que même si elle ne connaît pas cette renarde en particulier, certaines races de renards ont la capacité d'avoir des prémonitions. Cependant, ils sont généralement bien protégés par leur propre territoire et se retrouvent rarement dans une zone à majorité humaine. Zusato, qui ne lui a toujours pas parlé de la vision qu'il a eue, se demande ce que la signifierait pour lui si c'était un aperçu du futur. Ce soir-là, Rose apporte le rapport de l'incident au roi inutile et lui dit que l'armée démoniaque est sur eux. Apprenant cela, son petit cul convoque rapidement tous les officiers de l'armée et les héros pour implorer leur aide. Alors que Kazuki et Suzune se dirigent vers le lieu de rendez-vous, la fille du côté de Kazuki apparaît, une fois de plus, toujours aussi assoiffée de son attention, seulement pour que cette tête de merde l'ignore complètement après l'avoir entraînée en l'appelant par son surnom auparavant. Déçue qu'elle tombe toujours amoureuse des playboys au cul de poule, elle part pendant que les deux autres se rendent dans la chambre du roi. Bien qu'il ait ignoré l'affection de la princesse, Kazuki rend visite à Usato ce soir-là et admet que même s'il savait qu'il se ferait botter le cul par les démons un jour, le fait que ce soit déjà à l'horizon le fait mouiller son pantalon. Comme il est bien conscient à quel point il est une poule mouillée, Kazuki avoue avoir une peur bleue des monstres qu'il a affrontés lors de ses excursions, tout comme il l'est en ce moment. Cependant, comme Usato est un homme aux fétiches étranges, il dit à Kazuki qu'il est le gars le plus cool qu'il ait rencontré, car se sentir effrayé et pressé par les attentes de chacun est exactement ce qu'un personnage secondaire typique comme lui devrait ressentir. Lorsqu'il pose des questions sur le plan d'Usato, le roi de l'illusion révèle qu'il partira en guerre. De toute façon parce qu'il est un Sigma et qu'il n'a pas peur de donner sa vie pour les personnes qui lui tiennent à cœur. Entendre cela ravive la moralité enfouie de Kazuki et il recourt à l'auto-abus pour reprendre ses esprits. Après cela, le cul faible de Kazuki gonfle soudainement et il jure de devenir le protecteur d'Usato sur le champ de bataille, ce qui le fait rougir. Alors que les deux continuent de partager des dialogues de troisième ordre sur leur bonheur pour toujours et la paix dans le monde, Kazuki se fait bloquer la bite par le moi cultivé de Suzune et fuit la scène tandis qu'Usato reste derrière pour répondre à ces questions évidentes. Cependant, avant qu'elle ne saute à nouveau dans le train étrange de BL, il lui fait croire qu'elle est là aussi parce qu'elle s'inquiète du visage misérable de Kazuki, tout autant que lui.
La tactique fonctionne sur son cerveau de la taille d'un pois, et elle admet que c'est le cas. Cependant, lorsqu'elle essaie de recevoir le même traitement de princesse de la part de Yusato, il lui dit qu'elle est une tête musclée dans l'âme et qu'elle n'a pas besoin de lui pour jouer le petit ami surprotecteur pour elle. Avant de continuer, voici un message de notre vilain mode Discord du sous-sol. Bonjour les gars, c'est Jovan. Et tu sais quelle heure il est? Temps de Discord. Le lendemain, le Wimpy King convoque son armée de personnages d'arrière-plan et leur explique comment ils pourraient être corsés par l'armée des démons dans quelques jours. Cependant, ils ne devraient pas avoir peur, car cette fois, ils ont deux enfants énervés en cosplay qui peuvent sauver leur cul d'adulte. Pour ajouter à cela, ils disposent également cette fois d'une équipe de médecins pour les réanimer en cas de blessures graves. C'est pourquoi ils ne devraient pas craindre de risquer leur vie pour développer leur caractère. Plus tard, Kazuki fait enfin attention à Celia et se rend dans sa chambre pour lui en donner. Elle est tout à fait heureuse d'avoir enfin vaincu l'Ultimate Friend Zone et promet de lui en faire goûter une fois qu'il reviendra de la guerre, indemne et vivant. Pendant ce temps, Yoruru se bat avec Bliren parce qu'elle croit en l'amour dur, tandis qu'Orga révèle à Usato qu'elle est juste nerveuse à propos de la guerre à venir. Soudain, l'un des copains d'Usato lui dit qu'il est appelé dans la chambre de Rose, ce qui lui fait se demander s'il est enfin temps pour eux de passer à l'étape suivante. Cependant, tous ces fétiches de gorille tombent à l'eau lorsqu'il s'avère que son patron, dérangé, veut seulement lui donner un discours d'encouragement. Elle explique à l'idiot qu'il ne se rendra pas sur le champ de bataille avant que le combat ne dure quelques bonnes heures, car les pertes seront minimes au début et ils préfèrent ne pas gaspiller leur énergie. Deuxièmement, elle lui dit de ne pas perdre de temps à sauver des soldats qui ne sont pas trop blessés, car dans ce cas, ils ne feraient que les gêner. Une fois ce concept bien ancré dans son cerveau, elle lui tend le cosplay le moins cher qu'elle puisse trouver chez Goodwill et l'appelle son uniforme. Un geste qui lui fait croire qu'il ressemblera, enfin, à un protagoniste du shonen. Dès qu'il l'enfile, son rire se multiplie par 100, et même Rose ne parvient pas à se retenir de lui. L'attrapant par le col et lui tenant le visage, elle lui dit qu'il ferait mieux de ne pas mourir sur le champ de bataille après avoir agi comme un dur à cuire pendant tout ce temps, et Usato, lui, promet qu'il ne le fera pas. Le lendemain, alors que les troupes humaines se lancent dans un voyage pour atteindre leur point de rendez-vous, Usato demande à Rose quel genre de créatures sont les démons. Elle dit qu'ils sont parfaitement capables de donner de sérieuses coqueluches aux humains. En fait, seulement leurs généraux, mais aussi les fantassins. Cependant, l'idiot dit qu'il n'a pas du tout peur, puisqu'il tolère Godzilla elle-même depuis quelques mois, gagnant en même temps son regard de côté grandiloquent. Cependant, l'audace ultime d'Usato lui rappelle ses anciens camarades, et elle se souvient d'il y a 5 ans, à l'époque où Rose était encore commandant de bataillon, et que Sigle était beaucoup moins snob qu'aujourd'hui le roi merdique, qui était toujours aussi inutile, les a convoqués un jour et leur a expliqué comment des démons avaient été aperçus récemment près de la forêt, sur lesquels il devrait enquêter pendant qu'il réchauffait encore son banc dans son somptueux château. Après la réunion, Siglise l'a harcelée sur ce qu'elle pensait être les motivations des démons puisqu'elle en faisait presque partie, du moins en esprit. Mais elle lui a dit de toucher un peu d'herbe et de préparer son armée. Juste au moment où elle s'éloignait, un autre connard a commencé à la harceler pour ensuite recevoir un coup de poing à la tête et s'en plaindre plus tard. C'était son subordonné qui ressemblait à la version fille d'Usato. Après s'être remise de son premier coup de poing, elle lui a demandé ce qu'il ferait face à l'invasion des démons pour ensuite recevoir un nouveau coup de poing à la tête pour avoir joué James, Bond et écouté des réunions privées. Cette fois, elle riposte et menace d'appeler les services de protection de l'enfance, seulement pour que Rose lui rappelle qu'elle venait aussi de fumer les leurs.
Ils retournèrent ensuite dans la même vieille auberge délabrée où le reste de l'équipe de Rose les attendait. Grâce au harcèlement de tous, le démon à l'intérieur du Godzilla humain a commencé à fuir et Rose a déclaré qu'elle les entraînerait pour aujourd'hui, les faisant tous pisser dans leurs pantalons. Ils se sont tous intimidés pour avoir perpétué cela, mais elle a seulement souri d'un air suffisant et a dit qu'il était temps qu'ils arrêtent de se relâcher, seulement pour que sa tête soit à nouveau martyrisée. Le lendemain, le roi perdant l'appela une nouvelle fois pour essuyer ses merdes et lui demanda d'enquêter sur les attaques consécutives des démons contre les monstres de la forêt. C'est pour cette raison qu'elle a préparé son équipe à partir. Cependant, alors que tous essayaient d'investir ces 2 heures et de motiver tout le monde, elle s'est retrouvée avec des tomates et des ustensiles pourris. Cependant, elle a finalement demandé de l'aide à Rose, qui a distrait tout le monde en mentionnant qu'elle les rejoindrait également, leur remontant instantanément le moral. Certains étaient heureux d'avoir une mitrailleuse pratique juste à côté d'eux, tandis que d'autres étaient heureux d'avoir une infirmerie ambulante pour soigner leurs blessures. Cependant, ils étaient surtout heureux de ne pas avoir à craindre de mourir, puisqu'elle serait là pour les sauver. Lors de leur excursion, tous ont expliqué, après leur première exploration infructueuse, qu'elles sentaient quelque chose de louche venant de l'ouest. C'est pourquoi ils devraient s'y rendre demain, et, étonnamment, tout le monde a respectueusement accepté. Cette nuit-là, elle s'est portée volontaire pour assurer la première surveillance après que tous les rois et reines de Sloth se soient enfuis avec leurs fesses faibles. Mais Rose lui a dit de dormir et a pris le travail sur elle. Cependant, le TDAH d'Al ne pouvait pas la laisser dormir, alors elle se redressa, demandant à Lars pourquoi elle avait choisi une bonne à rien faible comme elle pour le poste de commandant adjoint. Rose se demandait si elle était assez stupide pour lui expliquer comment mieux faire son travail, ce qui la faisait paniquer, mais elle explique tard que c'était à cause de son arrogance, d'une certaine manière, et qu'elle ne supportait pas que quelqu'un essaie de la faire taire. Tous étaient d'accord sur le fait qu'elle n'aimait jamais recevoir d'ordre de ses supérieurs merdiques jusqu'à ce qu'elle rencontre son chevalier en armure étincelante, littéralement sous la forme de Rose, et développe un penchant pour le masochisme. Même si l'entraînement l'avait complètement brisée, elle ne voulait pas prendre du retard et s'efforçait de faire ses preuves juste pour pouvoir lui faire un numéro. En fait, elle était super heureuse de voir comment Rose n'abandonnait jamais malgré ses crises de colère agaçantes et ses crises enfantines de temps en temps, contrairement à tous ses ex. Bonne nuit, ma fille. Je te verrai demain. Tout a continué ainsi parce que personne d'autre, mais elle l'a accepté dans sa forme la plus brute possible, elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre reste leur commandant, à part elle. Cependant, cela a contrarié Rose pour une raison, et elle a agité son front, lui rappelant qu'elle ne donnerait jamais un titre aussi important à une mauviette qu'elle prétendait être. Après avoir restauré son estime de soi inexistante, Rose l'a laissée à la merci de ses coéquipiers idiots. Et tous ont finalement accepté d'accepter le poste. Le lendemain, alors qu'ils traquaient l'armée des démons, ils découvrirent que les êtres capturaient les monstres de la forêt pour une raison étrange. Le chef du démon rattrapa leur présence, et Rose sortit de l'ombre la première et demanda au démon pourquoi lui et son équipage se trouvaient en territoire humain. Le gars avec son sens de la mode le plus étrange lui a dit qu'il ne lui dirait rien, et les deux se sont engagés à se muscler un peu avant que Rose ne mette tout le monde en charge et se brise les poignets pour se préparer à une bataille difficile. Alors que le combat commençait, les deux se donnèrent mutuellement la fuite à Naruto, et le démon invoqua son étrange magie du vent pour bloquer les attaques de Rose, ce pour qu'elle le frappe de part en part. Alors qu'il bavardait sur la façon dont cela pouvait arriver, le taureau rose ferma son piège d'un coup de pied meurtrier avant de le pousser à l'orée de la forêt
et de faire tomber sa tête de merde, avec un tronc d'arbre, seulement pour que l'armure du complot le sauve. Alors qu'il attaquait plus tard Rose avec sa magie du vent, elle prit les blessures et les guérit simultanément pour finalement lui botter le cul. Énervé, il a eu recours à l'invocation d'une épée cool qu'il avait achetée au magasin à 1 dollar et a lancé une magie maudite dessus pour contrer sa guérison. Rose esquiva facilement l'attaque maudite et y répondit avec ses propres attaques géniales. Pendant ce temps, tout le monde nettoyait le sol de la forêt avec ses serviteurs, le forçant à admettre leurs compétences et à louer la force de Rose comme si elle cherchait ses compliments. Alors que ses oreilles commençaient à lui faire mal à cause de tous ces bavardages, le démon continua son discours cliché sur la façon dont il devait l'éliminer, elle et ses acolytes, car elle gênerait leur mission ultime, qui était la résurrection toujours cliché de leur roi et de leur domination mondiale. Cependant, son discours peu original a énervé Rose, non pas parce que ses mots avaient du poids, mais parce que son épée s'est soudainement transformée en sabre laser, presque comme si elle activait une réaction en chaîne. Chacun des membres de l'équipage du démon s'est sacrifié en subissant les attaques fatales des adversaires et en profitant de cette opportunité pour les rendre vivants. Alors que tous les subordonnés de Rose se rapprochaient du seuil de la mort, elle perdit son sang-froid et chargea le démon, seulement pour que celui-ci se blesse à l'œil. En plus de tout cela, c'est à ce moment-là que Rose a découvert que son épée magique n'était pas seulement destinée au spectacle, mais qu'elle pouvait annuler toute magie, y compris sa guérison. Alors que le démon continuait de terroriser Rose traumatisée, tout l'empêchait d'être attaqué et mourut à sa place. C'est devenu le dernier clou du cercueil. Et face à tous ses misérables camarades, Rose est devenue complètement folle, saisissant son épée si cool à main nue. Elle lui a donné un coup de poing au visage avant de le frapper contre le sol et de le projeter en l'air, avant de finalement l'utiliser comme cible de fléchette pour empaler son épée. Cependant, juste avant que son psychopathe ne puisse l'achever définitivement, les dieux du complot sont intervenus sous la forme d'Amila, qui lui a rappelé à quel point elle voulait que son patron vive. Rose ne pouvait pas bouger son corps alors qu'elle l'entraînait avant d'entendre la voix d'Al et rampait jusqu'à sa forme ensanglantée, à peine vivante, et essayait de la guérir en vain. Les derniers mots de Hall lui ont demandé de rester la personne qu'elle admirait tant avant de finalement mourir, laissant Rose toute seule pour pleurer de tout son cœur. Après s'être traînée chez elle, infirme, elle a demandé sa démission de son poste et a passé toutes ses journées enfermée dans l'auberge désormais vide, ayant des visions de ses camarades, jusqu'à ce que Siglise lui rende visite un jour inattendu pour s'assurer qu'elle ne les avait pas suivis dans leur tombe. Rose n'en a ri que de bon cœur, jusqu'à ce que Sigly lui demande pourquoi elle n'avait pas encore guéri son œil, même lorsque le sort s'était dissipé, ce à quoi elle n'a pas répondu. Elle a admis plus tard qu'elle ne guérirait pas, car c'était une preuve de son arrogance et comment cela avait conduit tous ses proches à la mort. Cependant, quand tous ses souvenirs ont commencé à envahir son esprit un soir et qu'elle s'est souvenue de tous ses derniers mots, Rose a décidé qu'elle pouvait encore faire quelque chose et est partie, lance l'équipe de secours. De retour dans le présent, elle dit à Yusato qu'elle est heureuse de l'avoir trouvé, le faisant grincer dents au début pour le faire sourire largement une fois qu'elle lui dit qu'il est extrêmement précieux pour elle et qu'ils sont deux d'une sorte qui peuvent réussir à changer le monde. Pendant ce temps, la reine des canons de l'intrigue et son copain savant fou termitent enfin le pont lorsque l'aspirant à Dark Vador apparaît dans toute sa splendeur gothique, affirmant qu'elle anéantira l'armée humaine en un instant parce qu'elle est tellement forte. Amila la met en garde contre l'équipe de secours, mais la garce arrogante pense qu'elle ira bien tant qu'ils la divertiront suffisamment. Yusato a du mal à s'endormir tôt le matin du jour de la guerre et décide de se distraire en se préparant avec Mial. Cependant,
Juste au moment où il le fait, Suzune, qui ne peut pas passer une journée sans l'ennuyer, se présente pour montrer sa propre tenue et pêcher ses compliments. Lorsqu'elle n'en reçoit pas, elle montre à quel point son armure est flexible, ce qui permet à Usato de se sentir suspicieux quant à ses intentions. Cependant, comme elle est au sommet de leur relation, elle l'embarrasse rapidement, car elle dit qu'elle veut voir son côté mignon et le met contre le mur, seulement pour que Kazuki la bloque. Il l'entraîne pour rencontrer Siglise, tandis qu'Usato le maudit mentalement pour avoir gâché sa chance de applaudir des pêches. Pendant ce temps, Sigilis demande aux deux héros d'attaquer l'ennemi à l'avant-garde et d'amener la tête de leur chef à leur roi inutile, afin qu'ils puissent tous obtenir une augmentation de salaire. Plus tard, Kazuki se montre cool en essayant de dire à Suzune de ne pas être si nerveuse, seulement pour apprendre qu'elle est plutôt enthousiasmée par la guerre, parce qu'Usato l'a acceptée telle qu'elle est vraiment, afin qu'elle puisse tout faire. Kazuki pêche tout le thé, mais Suzune lui dit de s'en sortir vivant s'il veut en savoir plus sur leur romance. À ce moment-là, alors que l'ennemi s'approche de front des troupes, les mages atterrissent et les attaquent pour se rendre compte qu'ils ont fait le clown puisque les démons entrants n'étaient que de faux clones. Ils attaquent ensuite les humains dans l'autre direction et les troupes parviennent d'une manière ou d'une autre à les intercepter. Pendant ce temps, Rose indique à son équipe où se trouve leur station et dès que les personnages secondaires commencent à amener les blessés, Yusato découvre qu'il a en fait une peur bleue. À ce moment-là, son patient mentionne un serpent géant et Yusato se demande s'il parle du sien, tu sais quoi. Cependant, il s'avère qu'il y a un énorme serpent sur le champ de bataille, semblable à celui que Yusato a combattu dans la forêt. Pendant ce temps, l'aspirant tueur de gobelins apprécie le massacre avec des pop-corns imaginaires lorsqu'un fantassin la poignarde dans le dos, pensant qu'il obtiendra enfin cette promotion pour laquelle il a travaillé dur, pour ensuite se faire poignarder dans le ventre sans que le chevalier ne bouge le petit doigt. Il survit de justesse et tente de reculer pour informer ses camarades de cette anomalie, mais le chevalier en décide autrement. Cependant, Usatezu apparaît soudainement à l'improviste et sauve le jeune homme pour sa saisie rapide et son départ pour allumer bizarrement Dark Vador. Alors que le nombre de victimes augmente considérablement, Rose et Usato se dirigent vers le terrain, où elle lui donne des conseils secrets lorsqu'il subit une crise d'angoisse, en pensant à la vision que Fox Girl lui a fait voir. Alors que les héros et Usato jouent leurs rôles respectifs, un groupe de soldats idiots tente d'attaquer le Chevalier Noir, seulement pour qu'elle fasse germer des tentacules pour les abattre. Immédiatement, énervé de voir tous ces personnages secondaires mourir pour rien, Kazuki utilise un rayon laser pour l'abattre, mais rate l'attaque grâce aux pitreries agaçantes de Suzanne. Bouffonnerie. Cependant, il s'avère n'est pas aussi stupide que son visage le laisse paraître, puisqu'elle a déverrouillé le code du pouvoir du chevalier, qui est la réflexion. Alors que le bras de Kazuki saigne, cela confirme ses soupçons, mais le chevalier décide de jouer à un jeu de sadisme avec eux. Qu'ils la connaissent, secret. Suzyun utilise 100% de ses cellules cérébrales pour suggérer qu'ils endommagent le chevalier à plusieurs endroits pour voir s'il y a un angle mort et découvre que les attaques par derrière leur sont renvoyées. Alors pour tester sa nouvelle hypothèse, elle oblige Kazuki à utiliser ses pouvoirs inutiles pour aveugler le chevalier pendant qu'elle le poignarde dans le dos. Lorsque l'attaque ne se reflète pas et, pour couronner le tout, blesse gravement le chevalier, Kazuki utilise son vilaine épée pour la poignarder et mettre fin à toute sa carrière, seulement pour qu'elle révèle qu'elle s'est foutue d'eux. À ce moment-là, elle frappe ses tentacules dans les tripes de Kazuki et reflète le coup de couteau sur Suzune, mettant ainsi fin à leur courte carrière de héros. Alors que leur vie leur est lentement aspirée, Usato court aussi fort qu'il peut pour essayer de les retrouver de l'autre côté du champ de bataille.
Alors que Suzin perd lentement la vie, son histoire tragique se dévoile enfin. Elle se souvient de son époque en tant que présidente du conseil étudiant que tout le monde mettait sur le piédestal et dont on attendait de grandes choses. Elle n'en était visiblement pas contente, étant un peu ingrate. Pourtant, c'était nécessaire au développement de son personnage, car elle a été invoquée dans ce monde et ne voulait rien de plus qu'un programme de changement de marque bon marché. D'un autre côté, Usato n'a pas pensé à changer lui-même, bien qu'il ait été un perdant de classe mondiale dans sa vie passée. Et cela l'a inspiré d'une manière ou d'une autre. D'autant plus qu'il l'acceptait ouvertement, ainsi que ses fétiches étranges, ses tendances Fujiyoshi et sa nature collante. De retour dans le présent, alors que les deux héros perdent la vie, les démons mettent du champagne, tandis que les humains perdent tout espoir qui leur reste. De plus, l'aspirant à Dark Vador décide de sceller l'accord en empalant Suzyun avec une tige pour de bon, pour ensuite être envoyé tourner comme une Beyblade merdique par Usado, qui fait une entrée dramatique. Il utilise ensuite ses mains magiques pour sauver ses deux amis inutiles, tandis que le poisson-chat pique une crise de colère face à son visage douteux. Il s'avère que le seigneur des ténèbres énervé a toujours été une fille sexy qui ne resterait pas tranquille sans venger son casque cassé. Elle charge Usato, mais notre garçon sait mieux que de se retrouver mêlé à des chiennes traumatisées et choisit de s'enfuir comme la meilleure solution. Cependant, son aimant à poussin se retourne contre lui et le gamin, énervé, le rattrape. Refusant de le laisser partir, Suzune essaie de lui être utile pour une fois et lui parle des capacités du chevalier, mentionnant que le coup de poing d'Usato est la seule chose qui lui a fait du mal jusqu'à présent. Avec cela, il décide qu'il va donner un peu de sens à son maigre cerveau et court à toute vitesse, évitant tous ses tentacules et perçant ses défenses avec une magie de guérison. À sa grande surprise, aucune de ses attaques n'a été repoussée. Et quand il la mord à nouveau, ça fait mal. Et son armure s'effondre une fois de plus. Kazuki et Suzume, qui n'arrivent pas à croire qu'un troisième véhicule frappe le boss final, se sentent compte qu'Usato utilise la magie de guérison pour soigner constamment son adversaire lorsqu'il la frappe. Mais paradoxalement, ses coups la blessent au contraire, les faisant se demander si son affinité magique annule la sienne. Pendant ce temps, après s'être fait botter le cul encore et encore, la nana énervée crie à plein poumon, de complètement super saiyan. Cependant, Usato la frappe toujours avec sa magie de guérison, brisant son armure et la laissant sans défense et ouverte au service des fans. Bon, avec sa défaite, Usato aide les autres jusqu'à ce que Suzune active son mode fangirl et demande à Usato en quoi consiste son coup de poing de guérison. Il rougit, sachant que son cul masochiste a développé encore un autre problème. Cependant, il explique sérieusement que parce qu'il était réticent à rendre quelqu'un vivant, son maître lui a appris à utiliser ses poings avec de la magie de guérison afin de soigner ses adversaires tout en les blessant et en augmentant leurs chances de survie. Suzune se moque de lui parce qu'il est trop influencé par Rose, mais le remercie de l'avoir sauvé, elle et Kazuki, avant de partir vaincre les autres monstres. Juste au moment où Usato pense avoir enfin pris une pause, She-Hulk s'écrase sur le champ de bataille et l'interroge sur ce qu'il a fait. Il pisse presque dans son pantalon pour avoir tout donné. Pourtant, Rose le félicite d'avoir changé le cours de la guerre en quelques minutes et explique qu'ils retourneraient à leur camp médical maintenant que les pertes ont diminué et que l'ennemi est à court de poisson-chat. De retour à la base ennemie, la reine des énormes melons se sent frustrée de leur défaite imminente et décide de rappeler les troupes. Pendant ce temps, les héros font enfin quelque chose d'utile et font frire le monstre serpent comme un toast brûlé. D'un autre côté, alors qu'Usato et Rose s'occupent du dernier de leurs patients, Rose, habituellement coincée, explique à Usato comment les héros seraient morts très certainement s'ils n'avaient pas été... Là, attends. En fait, elle le félicite de leur avoir gagné une guerre.
Ils étaient presque certains de perdre, ce qui le fait pleurer comme un bébé. Rose dit qu'elle ne savait pas qu'il était encore aussi fou. Mais Usato dit qu'il avait une peur bleue sur le champ de bataille parce que les monstres étaient tous si effrayants et qu'il ne voulait blesser personne. Il la remercie chaleureusement d'être là pour lui et de l'avoir entraîné avant qu'il ne s'effondre d'épuisement et n'atterrisse sur les coussins moelleux de Rose. Quelques jours après la guerre, Usato couche avec Blairin et lui raconte tout ce qui s'est passé et combien il s'est senti embarrassé lorsque le roi l'a applaudi devant tout le royaume. Il rappelle également qu'il n'a jamais remporté de prix dans sa vie passée et c'est la première fois. À ce moment-là, un de ses vilains amis à l'auberge se présente et lui dit qu'il a de nouveau été invité au château, ce qui l'amène à se demander pourquoi ces clowns sont si obsédés par lui tout d'un coup. Il part immédiatement pour être entouré de ses fangures inconditionnelles lorsqu'il traverse la ville et il arrive à peine au château. Cependant, lorsqu'il arrive sur place, certains chevaliers commencent également à avoir soif de lui, et il se rend compte que quelques bons coups de poing peuvent vraiment améliorer son image publique. Plus tard, le roi inutile et chauffant demande une fois de plus à un jeune de 18 ans de résoudre les problèmes des adultes et lui demande de parler à la fille sexy qu'ils ont capturée sur le champ bataille car elle a déclaré qu'elle ne révélerait pas les plans de son seigneur démon si Usato n'accepte pas de lui applaudir. Suzune, la troisième roue, l'accompagne au donjon, déclarant qu'elle le sauvera si le chevalier noir attaque, lui rappelant comment elle s'est fait fumer le cul la dernière fois qu'elle s'est opposée à cette bombasse. Alors que la discussion continue, Yusato se rend compte que même s'il pensait la soigner avec ses coups de poing, puisque sa magie annulait la sienne, elle a dû prendre des coups directs de ses poings, nue et doit avoir mal en ce moment. Sur ce, il se précipite vers elle et lui pose des questions, mais la nana dit qu'elle va bien malgré ses blessures, ce qui lui fait dire qu'elle est une masochiste hardcore, fatiguée de ces conneries de filles dures. Usato entre dans sa cellule de prison et lui prend la main pour commencer sa guérison. La chaleur qui en émane lui fait ressentir des choses, mais quand elle essaye de se retirer, Usato lui dit de se taire et d'agir comme une bonne fille. Oh mon Dieu! Et après avoir brisé son armure, elle pleure parce que c'est la première fois qu'elle ressent une telle chaleur. Le lendemain, son patron gorille, une reine sadique, passe au tour suivant et lui dit de la combattre et d'essayer d'esquiver ses coups. Cependant, comme il est encore un noob, il se fait botter le cul. Plus tard, il rend visite à la nana énervée pour en parler, mais elle lui dit de partir car il l'embarrasse. Le cœur brisé, il visite l'entraînement de Kazuki et le compare à l'enfer que Rose lui fait subir pour se rendre compte du visage laid et rougissant de Celia, qu'ils se sont tous deux amusés et qu'un perdant comme Kazuki a gagné dans la vie. Pendant ce temps, alors que l'aspirant à Dark Vador fantasme sur Usato, ses pires cauchemars se réalisent sous la forme de nul autre que Rose. Elle lui dit qu'elle n'est pas très intéressée par les enfants gâtés comme elle, mais à la demande du roi, elle lui a proposé deux options. Premièrement, elle reste en prison pour toujours et pourrie, et deuxièmement, elle accepte de se mettre sous son aile et de devenir un démon honnête. Lorsqu'elle lui demande si elle a perdu la tête, Rose lui donne une claque sur la tête et lui rappelle qu'elle est à sa merci pour le moment. Quelque temps plus tard, alors qu'Usato entraîne Blurin à perdre sa graisse corporelle, Rose se présente avec une paire de petits pains chauds, ce qui amène Usato à se demander à qui ils appartiennent. Il est tout à fait surpris de voir qu'il s'agit du démon Hadi et va jusqu'à perdre la raison lorsque Rose lui mentionne qu'elle va s'entraîner, ou plutôt la torturer pour l'instant. Il rend hommage à la nana, sachant très bien ce qui l'attend. Cette nuit-là, Rose lui dit qu'il deviendra le livreur inutile du roi, à partir de maintenant des lettres officielles au royaume voisin, avec les autres héros, ce que Rose attend avec impatience. Il ne parvient donc pas à refuser.
Le lendemain, alors qu'il se rend en ville pour faire du shopping, il trouve la fille loup là-bas. Et comme il ne peut pas la laisser s'enfuir cette fois, Usato la balaye, se demandant pourquoi elle lui a montré la vision qu'elle a faite seulement pour qu'elle lui demande de sauver sa mère. Suzune, la monopolisatrice d'attention de classe mondiale, apparaît de nulle part, faisant des fangirls sur la fille loup et la suppliant sans sou de la laisser toucher ses oreilles. En fait, elle remet même en question sa relation avec Usato, pour finalement lui dire de fermer son piège. Après avoir rabaissé la fille renard, elle se présente comme Amako et demande une audience privée avec lui. Pendant ce temps, la fille démoniaque passe par la première partie de l'entraînement et a du mal à terminer ses tours, seulement pour que les frères Mech la critiquent parce qu'elle est un démon faible. Bien qu'elle s'en prenne à l'insulte, elle se révèle vraie lorsqu'elle trébuche et tombe et décide de mettre fin à son arc de rédemption ici pour ensuite être frappée par Rose et renvoyée sur les faux rails. D'un autre côté, alors que Suzune continue d'avoir soif des oreilles d'Omako comme un cinglé, Yusato lui demande la raison pour laquelle elle lui a montré ses visions. Elle dit que c'était nécessaire. Sinon, les héros seraient morts et le royaume se serait effondré de toute façon. Elle admet qu'elle est une véritable utilisatrice de visions prophétiques et qu'elle a quitté son territoire pour retrouver Usato, car il n'y avait pas d'autre moyen de sauver sa mère, qui n'a pas ouvert les yeux depuis des années. Elle explique qu'elle n'a pas demandé à Orga ou Yuru parce que ce sont des faibles qui ne tiendraient pas une minute dans un combat, et à Rose parce qu'elle ressemble au diable lui-même. Bien que Susyun estime que sa demande est un peu difficile à satisfaire, Usado utilise 100% de son cerveau pour proposer qu'il puisse se rendre sur son territoire lors de son voyage d'affaires pour livrer des lettres officielles. Cependant, avant de partir chercher l'aide de Rose, il demande à Amako, pleine d'espoir, de crier à plein poumon si Suzune la viole ou essaie quoi que ce soit. Plus tard, après avoir entendu parler d'Amako, Rose révèle qu'elle devra en informer le roi inutile, car si un oracle se retrouve dans leur royaume, cela pourrait conduire à une guerre avec les parents renards. Quand Usato revient pour en informer Amako, il s'avère qu'elle le sait déjà. Cependant, voyant qu'il ne parle même pas avec des mots, Suzune pique une crise de colère en se sentant comme la fille d'Usato face à un loli. Cependant, Amako prend congé après avoir remercié Yusato et dans l'espoir que sa mère puisse être sauvée. Plus tard, il tente sa chance auprès du démon Adi en lui tendant un cahier à divaguer, la faisant rougir comme une tomate rouge. Le lendemain, alors qu'elle s'entraîne avec le reste des muscles et continue de se faire gifler par Rose, elle découvre qu'Usato a également une séance d'entraînement avec le patron de She-Hulk et, plutôt que de pleurnicher comme une garce, il prend ses coups et sourit quand il parvient à esquiver ses coups. En fait, il ressemble presque à deux fous psychotiques. Après qu'Usato l'ait surprise en train de jeter un coup d'œil, il lui demande son nom, et bien qu'elle dise qu'il est très en retard, elle révèle son film. Quand Usato ne lui fait rien d'autre qu'un signe de tête et se laisse distraire par Blairin, elle lui donne un coup de pied dans la jambe, frustrée qu'il ne puisse pas comprendre qu'elle meurt d'envie d'être frappée par lui. Cette nuit-là, elle surprend Rose expliquer à Usato comment le roi a aménagé le territoire des parents bêtes sur son itinéraire et a invité la fille renard au château. Le lendemain, Amako rencontre le roi. Et même si elle est nerveuse, le vieux bonhomme la remercie pour toute son aide jusqu'à présent et pour avoir pratiquement sauvé son royaume condamné. D'un autre côté, Rose surprend Flemme en train de partir et lui donne une claque dans le derrière, en déduisant que puisqu'elle se cache dans la forêt au lieu de retourner vers le territoire des démons, elle n'a pas l'intention de les dénoncer, mais veut se débarrasser d'Usato, simplement parce qu'elle est jalouse, du dernier ajout à son harem en constante évolution. Elle la traîne jusqu'à l'auberge, et plus tard, alors qu'Usato lui fait ses adieux, son idiot ne comprend plus rien, et elle lui frappe la jambe en rougissant et frustrée.
Après que Felm l'ait laissé abasourdi, Rose se présente et lui dit de frapper quiconque pendant le voyage qui croit que la magie de guérison est inférieure aux autres formes de magie. Elle lui dit également qu'elle attend de grandes choses de sa part, ce qui l'émeut aux larmes, et il admet qu'il l'admire vraiment en tant que professeur. Le lendemain, alors qu'Usato part pour son voyage, Rose entraîne Felm dans la forêt des monstres pour lui confier la mission du grizzly. Merci d'être resté jusqu'à la fin, légende. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, confondez les faux fans en commentant les joues de démons ci-dessous. De plus, vous apprécierez certainement l'histoire de Noir, un solitaire laid et stupide qui était si faible que même une légère brise pouvait le battre, dans l'espoir de passer au niveau supérieur. Il explore un donjon caché, tuant des monstres et débloquant de puissantes compétences, devenant soudainement fort avec toutes les filles voulant maintenant une bouchée de sa mini saucisse. En attendant la prochaine fois, restez génial, restez Annie Geek.